webinaire qu'on a mené tout le long de l'année dernière et qu'on continue cette année avec un focus Afrique. Et on a le privilège d'avoir notre ami Philippe du cabinet CEMO qui a déjà participé avec nous, présenté le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Je tiens tout d'abord à remercier Philippe parce que il est basé à Dakar au Sénégal et actuellement le Sénégal, qui est un pays ami du Maroc, est touché par une série d'événements qui sont de nature plutôt politique, liés un peu aux élections présidentielles. Et on est de tout cœur avec eux. Donc, je remercie Philippe doublement, d'abord pour assurer ce webinaire en temps et en heure, et pour la peine qu'il s'est donnée malgré la difficulté qu'il avait à accéder à son bureau. Donc, je te cède la parole, Philippe, et je vais peut-être juste avant rappeler, parce qu'il y a peut-être des participants qui n'ont pas l'habitude de suivre nos webinaires organisés avec la SMEX. Philippe va nous faire une présentation d'à peu près 45 minutes sur le climat des affaires au Ghana et sur les opportunités, enfin, disons, liées aux exportateurs marocains. C'est un peu le zoom que nous essayons de faire. C'est comment des entreprises marocaines tournées vers l'export peuvent profiter des opportunités par rapport à ce pays. Et donc, suite à ça, disons 45 à 50 minutes, vous pourrez d'ores et déjà poser vos questions sur le chat. Et on va essayer après la présentation de les poser à Philippe. Donc, il y aura des réponses sur les questions qu'il peut bien sûr répondre à chaud. Sur les questions un peu plus complexes ou qui demandent un travail particulier, soit on prendra un peu de temps pour vous répondre, soit s'il s'agit disons, d'un travail plus lourd, donc il y aura une prestation de service qui sera proposée par Philippe et le cabinet CEMO. Donc, à la fin de la séance, comme d'habitude, on donnera la parole à quelques personnes. L'objectif, c'est soit d'avoir des personnes qui témoignent parce qu'ils ont une connaissance de ce marché et ils veulent, disons, partager avec nous leur expérience. Soit sur des questions, disons, qui n'ont pas été posées et par lesquelles certaines personnes veulent témoigner. Donc, ceux qui souhaitent prendre la parole sont invités à informer le modérateur au niveau de la SMEX et on essaiera de donner la parole à 3 ou 4 personnes en fin de présentation. Donc, je passe la parole à Monsieur Philippe Cordier du cabinet CEMO et je vous remercie encore une fois au nom de tous les organisateurs de votre participation. Philippe, à toi la parole. Évidemment, premier des chefs, le président de la SMEX, son directeur qui malheureusement est un peu en retard, semble en retard pour des occupations par ailleurs. Je fais aussi une salutation particulière à Madame Karki, qui est la directrice donc, du pôle Afrique. Je remercie bien évidemment mon confrère Saad Amoumi du cabinet Harvard Consulting. Voilà, écoutez, je ne peux pas commencer ce webinaire sans dire 2 mots, bien évidemment, sur la situation au Sénégal, puisque je suis actuellement dans notre siège social qui est basé à Dakar, puisque moi-même, je suis au Sénégal depuis 1997. Je suis bien évidemment totalement sénégalais, même si ça ne se voit pas à mon visage. Africain certes, mais sénégalais au moins de cœur et de résidence. Effectivement, depuis une semaine, mercredi dernier, on a subi des complications, des scènes de violence inouïes que je n'avais jamais vues sur Dakar, avec malheureusement des pertes en vie humaine. Et je salue bien évidemment la mémoire de ces quelques personnes décédées, moins d'une dizaine entre les manifestants et
et l'État, bien évidemment, des chiffres dissonants, entre 5 à 10 personnes, 5 à 10 personnes de trop, bien évidemment. Je ne vais pas m'appesantir, mais la situation était extrêmement compliquée, avec des attaques ciblées sur des biens économiques, de grande distribution, de grande distribution alimentaire, de distribution pétrole à travers donc, les stations essence, également des banques qui ont été pillées, saccagées, pillées, et allant même jusqu'à saccager et à s'en prendre aux représentations administratives via les tribunaux, gendarmerie et autres. Voilà. Donc une situation bien évidemment à la fois politique, sans doute en tout cas dans l'ombre, mais avant tout une situation juridique, puisqu'il y a deux personnes, dont un opposant politique, qui se retrouvent dans une sombre histoire de déclaration de viol. Et tout cela s'est enflammé, je le répète, dans l'ombre des histoires politico-politiques. Voilà. J'avais jamais connu ça. Et le président, à la demande du médiateur de la République, des guides religieux, vous savez qu'au Sénégal, les guides religieux ont une importance prépondérante, d'un commun accord, etc. Donc, sous la pression, en tout cas, sous le conseil, pardon, de ces différentes parties, le président de la République donc s'est adressé à la nation avec une allocution d'apaisement, mais en mettant également en exergue la situation comme elle est vécue partout dans le monde aujourd'hui, puisque on ne peut pas négliger les difficultés des citoyens dans cette période compliquée de Covid, puisque ici, le couvre-feu, jusqu'à la déclaration du président, le Covid nous maintenait encore dans une situation particulièrement difficile et qui contraignait l'informel, qui représente ici une grosse partie des activités économiques, qui contraignait l'informel finalement à ne plus pouvoir exercer ses activités. Par parenthèse, l'informel, c'est les gens qui se lèvent le matin et qui vont chercher la dépense de la journée. Voilà. Donc, tous ces ingrédients ont amené cette situation qui, depuis hier, semble-t-il, est revenue, on va dire, quasiment à la normale. On attend bien évidemment que tout cela se concrétise. Voilà, je vous propose d'en venir directement, donc passer au Ghana, des choses peut-être plus constructives pour l'instant. Voilà à peu près ce que je vous propose comme plan, rien de nouveau. On est resté sur le même programme que ce que j'ai eu l'occasion de faire à 3 reprises précédemment, comme le soulignait Saad Hamoumi. Voilà globalement ce dont nous allons parler. Et donc, on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, je rappelle que le support qui est ici sera bien évidemment mis à votre disposition. Je ne vais pas commenter précisément les chiffres et les arguments qui sont présentés sur ces slides. Je vais plutôt essayer de commenter autour de tout cela. Donc ce webinaire, ce support sera mis à votre disposition. Et jusqu'à présent, tous les webinaires ont été enregistrés et mis en ligne. Donc, vous aurez le loisir, bien évidemment, de pouvoir y revenir. Et comme l'a souligné mon confrère, nous restons à votre entière disposition. Vous aurez donc toutes nos coordonnées pour pouvoir rester en contact avec nous le cas échéant. Alors, le Ghana, l'économie du Ghana a connu quelques problèmes de croissance au courant des années 70, en raison d'une certaine instabilité politique et du faible produit, donc du faible produit des produits de base et de la faiblesse des prix du produit de base. Voilà, ça c'est les années 70. Mais il y a eu une reprise dynamique de croissance à partir notamment de 1984, liée à la mise en place de réformes économiques de grande envergure, et notamment par exemple entre 1984 et 2004, le pays a enregistré une croissance de son PIB réel, moyenne de 4,5% par an sur cette période. Donc on est passé période difficile dans les années 70 à un regain d'une économie en montée en puissance dans les années 80 jusqu'au début des années 2000. Bien sûr,
le Ghana, donc ça part d'une économie qui est initialement basée sur l'exportation des matières premières. Mais malgré tout, le Ghana a su progressivement apporter de la valeur ajoutée à son tissu productif, même s'il y a eu un léger trou d'air en début de cette décennie, donc des années 2010. Voilà, l'exploitation, vous le savez, d'importantes réserves de pétrole, d'or, diamants, manganèse, aluminium, bauxite, pour ne parler que des principales, et bien évidemment conjugué à un potentiel agricole incroyable, puisque le Ghana fait partie, vous le savez, des plus importants producteurs de cacao et de café notamment, a permis donc au Ghana de rejoindre le groupe de ce qu'on appelle les économies à revenus intermédiaires, mais aussi, ou en même temps, d'initier une diversification avec une prédominance vers les services, donc secteur tertiaire, et l'industrie, donc le secteur secondaire. Voilà. Alors, l'histoire de ce pays est un peu particulière, puisque le Ghana a, dans la zone, une situation peut-être, certainement particulière. Il y a eu un basculement qui a été opéré dans l'histoire de ce pays avec l'ancien président qui était un ancien opposant farouche, a basculé, si vous voulez, dans la démocratie que nous connaissons aujourd'hui et dans l'économie que nous connaissons aujourd'hui dans le pays. Voilà, donc ça, c'est un basculement qui a été opéré dans ce pays. Et tout cela est dû à un homme qui s'appelle donc Jerry Rawlings, qui a véritablement, au début des années 90, donc, modifié structurellement le visage de ce pays. Je me suis permis de vous mettre une carte qui représente en fait une cartographie linguistique, puisqu'on a un grand nombre d'ethnies qui résident chez nous au Ghana, ce sont différentes ethnies, et qui sont ici répertoriées donc, de manière linguistique. C'est en tout cas l'idée de cette planche qui est ici. Alors bien sûr, on doit de manière systématique faire référence à notre économie informelle, mais deux mots s'il fallait, hein, puisque c'est de manière systématique dans ces webinaires consacrés à la zone sur laquelle je travaille, assez systématique. En revanche, ici, il y a une étude donc, de 2008 qui apporte quelques éléments circonstanciés, même si ça date un petit peu. Je n'ai pas trouvé plus récent en matière de données fiables à vous proposer sur ce domaine informel. Mais je le dis de manière systématique, bien évidemment, quand on veut intervenir dans nos zones, notre zone, dans notre secteur, dans notre région, il est important d'avoir en tête et d'avoir, bien évidemment, le contexte réel de cette économie, dont on peut, bien évidemment, préciser que les chiffres, par exemple, qui sont les chiffres officiels de produit intérieur brut, etc., ne comptabilisent pas, par exemple, cette économie dite économie informelle, ce qui fausse pour nous autres opérateurs les données, mais il faut bien faire avec des données, et ces données sont celles avec lesquelles, je dirais, au niveau international, tout le monde travaille. Donc voilà, ça c'est une réalité. Il n'en demeure point moins vrai que l'histoire de ce pays magnifique qu'est le Ghana montre un visage démocratique qu'on ne connaît pas ailleurs en Afrique de l'Ouest, mettant à part bien évidemment le Sénégal, mais le Sénégal a une histoire particulière qui n'est pas la même que celle du Ghana.
Voilà. Donc, vraiment un visage démocratique avec des élections, avec deux partis principaux dont chacun débat de manière fraternelle et qui amène de manière systématique, depuis l'arrivée de l'ancien président Raoling, qui montre toujours un visage d'une démocratie actuelle, sereine et avec une volonté effectivement de faire perdurer ce modèle qui a été instauré à ce moment-là, bien évidemment au premier desquels bénéficie la société dans sa globalité, mais également l'économie, puisque, je disais tout à l'heure, les rendements PIB sont des rendements qui amènent une situation économique intéressante, puisque dans la sous-région, le Ghana est le deuxième moteur économique de la région. Donc c'est un pays important. Même si on y reviendra concernant le Maroc, par le fait de son histoire et de son appartenance, j'allais dire, entre guillemets, à la francophonie, on voit bien que la présence marocaine est sans doute moins importante, les chiffres le prouvent, qu'elle ne l'est par ailleurs dans les autres zones, dites zones francophones. Alors, le Ghana est très ouvert au commerce extérieur, bien sûr, qui représentait plus de 71% de son PIB en 1978. Le gouvernement s'est attelé donc à créer un environnement économique qui facilite le secteur privé, comme je disais tout à l'heure, mais aussi qui garantit des échanges transparents et qui favorise la compétitivité sur les marchés étrangers. Les revenus à l'export sont intéressants, puisque notamment, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'export, le deuxième producteur mondial de cacao et le deuxième producteur africain d'or, et plus récemment, donc, producteur de pétrole, puisque le Ghana est aujourd'hui producteur de pétrole, et ce, depuis 10 ans. Alors, le Ghana est membre de l'Organisation mondiale du commerce et de la CEDEAO, ce qui regroupe une quinzaine de pays dont font partie les pays sur lesquels j'étais intervenu précédemment, à savoir Sénégal, Côte d'Ivoire et Mali, par exemple. De nombreux accords de partenariat ont été signés à travers le monde, et l'importation de certains produits comme, par exemple, dans le cadre de ces accords, certains produits comme le savon dans lequel serait injecté du mercure, les déchets dangereux ou les produits contaminés sont totalement interdits. Alors, depuis 2016, le Ghana utilise des tarifs douaniers extérieurs, ce sont des tarifs communs, pour harmoniser donc, dans le cadre de la CEDEAO. Deux mots également sur la ZLECAf, à laquelle appartient donc le Maroc. Comme vous le savez, donc, le secrétariat permanent est installé au Ghana. Ça a été choisi donc, en juillet 2019 par les dirigeants africains, donc, pour abriter donc, le siège de cet organisme. La zone de libre-échange continentale africaine, donc, elle est dans le cadre aussi de la commission, bien évidemment, de l'Union africaine. Et donc, le 17 août, par exemple, l'importance de cet organisme, de la ZLECAf, a été véritablement mise au centre de l'échange entre le président Nana Akufo-Addo et le président de la Commission de l'Union africaine, qui est Moussa Faki Mahamat, qui ont donc rappelé le 17 que cette organisation, elle a pour objectif donc la transformation économique du continent. Voilà ce que je pourrais vous dire à ce moment-là. Donc, vous avez des informations qui apparaissent. Alors, bien sûr, obligatoire de faire un aparté sur le Covid. Les chiffres que vous voyez apparaître sont les chiffres à ce matin. Donc, le nombre de cas dans la région est un nombre de cas relativement élevé, comparativement aux prestations que j'ai eu à faire sur les 3 pays dont j'ai parlé précédemment.
Quelques dates, les premiers cas ont été déclarés le 14 mars 2020. Le 16, le gouvernement a adopté des mesures, notamment de distanciation et de restriction de voyage, en mettant bien évidemment pas possibilité de se rassembler à plus de 25 personnes, fermeture des écoles et universités, un peu comme ça s'est fait partout. Et puis le 23 mars, donc la fermeture des frontières aux voyageurs, de toutes les frontières à tous les voyageurs. Voilà à peu près ce qu'on peut dire en termes de prise en compte dès l'arrivée de la pandémie et de ce premier cas. Excusez-moi. Bien sûr, l'économie du Ghana est portant aujourd'hui sur l'exportation de pétrole. Eh bien, cette situation a amené une volatilité des prix, comme ça a été partout pour les pays exportateurs de pétrole, bien évidemment. Donc, une forte attention sur la capacité à lever ces interdictions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'a mis en œuvre le gouvernement, c'est véritablement au point de vue sanitaire et au point de vue social, ils se sont vraiment regroupés dans le cadre d'un programme pour accompagner la population. Véritablement, il y a une vraie prise en charge qui a été faite à tous les niveaux. On le rappelle, civils et les organismes de santé. Et puis le 23 avril, donc une levée partielle des mesures qui avaient été prises, notamment par l'expansion des centres de traitement et d'isolement. Donc ça a amélioré la capacité de dépistage, la recherche de contacts, etc., etc. Donc ça, c'était le 23 avril. Le 5 juin, un processus d'assouplissement a été décrété. Et dès le 1er août, donc, la levée des restrictions sur, par exemple, au nombre de fidèles dans les églises ou dans les mosquées, la réouverture des sites touristiques, bien évidemment, tout ce qui traite du domaine plage, café, pub, cinéma, etc., sont restés fermés. Alors, des nouvelles restrictions sont intervenues, pardon, excusez-moi, fin 2021, en raison de la réaugmentation des cas, notamment sur les grands rassemblements, les événements sportifs et notamment la capacité de pouvoir accéder directement aux restaurants, aux clubs, etc. Il faut savoir que les tests Covid sont gratuits pour les citoyens ghanéens et que jusqu'à ce jour, les plages, les pubs, les cinémas, discothèques, etc. restent fermés. Aujourd'hui, les frontières aériennes sont ouvertes, donc on peut accéder au pays ou en sortir, mais pas par voie terrestre. Cependant, une capacité donc, de mise en confinement de 14 jours, d'autoconfinement en 14 jours, donc, est demandée et sollicitée pour toute personne entrant dans le pays. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Donc, vous voyez beaucoup de chiffres, c'est toujours délicat de retraduire, quand on n'est pas dans les administrations, de retraduire les montants et les différents programmes qui ont été mis en place à travers la planète, et même ici, chez nous, pour les pays sur lesquels nous sommes physiquement présents. En tout cas, ce que je peux donner, c'est ce dernier chiffre, qui est de 130 milliards de dollars qui viennent d'être mis sur la table par la Banque mondiale fin 2020 et qui viennent donc améliorer et renforcer les programmes de mise en place. Et comme c'est écrit ici, le président s'est fait fort de mettre son exemple en exergue pour pouvoir donner au peuple la capacité à comprendre l'utilisation effectivement de la vaccination du Covid. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Entre avant-hier et hier, on a eu à peu près quelques cas, un peu moins de 100 cas, si j'ai bonne mémoire. Donc, on a toujours une augmentation de cas, mais qui finit, heureusement, par se limiter. Alors, vous avez toutes ces données qui sont
à votre disposition. Excusez-moi. On peut bien évidemment relever les indicateurs de PIB qui sont au premier chef pour nous autres investisseurs et chefs d'entreprise intéressants. Donc on voit bien l'avant Covid et malheureusement le Covid sur lequel les perspectives montrent encore une capacité de ne pas rentrer en déflation. Et les perspectives pour 2021 et autres sont déjà extrêmement, si je puis dire, positives en l'occurrence. Le PIB par habitant, pardon, n'est pas à jour. J'en suis désolé, mais vous retrouverez cette information détaillée pour 2019 sur une planche précédente. On voit bien sur la deuxième partie, la plus basse, quelle est la répartition donc, des secteurs. Donc, on comprend également à travers cette répartition quelle est l'importance de ces différents secteurs et ça nous donne déjà une vision de ce sur quoi on va pouvoir se positionner en tant qu'investisseur. Cette planche, comme les autres, restera à votre entière disposition. Vous avez des références ici sur les notions de transparence aux investissements. Pour ceux qui nous suivent déjà connaissent ces planches. Et un point intéressant, c'est le point notamment des investissements directs entrants et du stock d'IDE qui, dans la région, est relativement conséquent. Alors, on a subi une petite baisse depuis 2018 et 2019, dont on espère qu'elle restera, ce n'est que, comment dirais-je, une parenthèse dans l'augmentation de cette capacité de faire intervenir donc, les investisseurs au Ghana. En revanche, vous pouvez constater comme moi que le stock des investissements directs étrangers, lui, ne cesse d'augmenter, de la même manière que les investissements réalisés dans le pays. Ceci reste effectivement en croissance systématique. Alors on verra plus tard que malheureusement, ou en tout cas, il y a encore beaucoup à faire pour le Maroc, pour les investisseurs que vous êtes, sur ce pays qui reste pour le coup un peu en deçà de ce qu'on a pu trouver par exemple dans les pays qu'on a vus précédemment, Sénégal, Maroc et Côte d'Ivoire, qui ont encore une fois, je pense que la francophonie a facilité tout cela, qui reste une première porte d'accès à la zone Afrique de l'Ouest. Quelques mots sur la partie financière, bien sûr, comme ça a été le cas systématiquement. Alors, on a une banque du Ghana qui exerce une fonction de régulateur bancaire et qui a véritablement assaini le secteur bancaire en fermant de nombreux établissements, de nombreuses institutions financières entre 2017 et 2019. On a un volume d'intervenants financiers sur ce pays qui dépassait ma compréhension personnelle. Cette volonté, donc, sous l'impulsion de la Banque du Ghana, a assaini ce marché jusqu'en 2019, comme vous pouvez le voir, où il y a encore 409 structures qui ont là encore été fermées. On a encore aujourd'hui un nombre assez impressionnant donc, de ce qu'on appelle des établissements financiers. On a 23 banques dans lesquelles, bien évidemment, on va retrouver des banques marocaines, enfin en tout cas des fonds marocains, on y reviendra. Au même titre que dans les autres pays, on va retrouver la BNCE, Attijari ou Wafa Bank, pour ne citer que celles qu'on a retrouvées dans les autres pays. Vous avez, excusez-moi, vous avez également une information sur la montée en puissance des transactions financières réalisées à travers les téléphones, smartphones et autres, à travers donc, cette combinaison, comme c'est le cas partout
dans le monde et également dans notre région, on a une augmentation fracassante des transactions financières réalisées à travers ce type de services financiers. On a un taux d'inclusion financière qui reste appréciable moyennement, mais par contre, on a des objectifs à court terme qui sont relativement conséquents. Comme vous le voyez, on devrait passer d'environ 60% de taux d'inclusion financière à 85% en 2023, et ces chiffres n'ont pas été retravaillés pendant cette période de pandémie. Donc, on peut penser qu'effectivement, dans les programmes d'accompagnement, tout cela est au demeurant existant. Alors, j'ai ajouté à cette planche la notion d'obtention de prêt. Et vous voyez que le Ghana n'est pas les moins bien lotis en cadre pour ce qui va pouvoir permettre de financer donc, des investissements, mais ça reste bien en deçà de ce que pourrait être la financiarisation de l'économie ghanéenne, qui notamment donc, affaiblit à partir de 2018. On a le total des actifs du secteur financier est passé donc de 53% du PIB en 2010 à 78% en 2017, mais malheureusement pour atteindre 54% du PIB en 2019. Alors ça, bien évidemment, il y a une conjonction avec la fermeture des nombreuses institutions financières qui ont été opérées par la Banque du Ghana, enfin, sous l'impulsion de la Banque du Ghana. Voilà à peu près ce qu'on peut se dire ici. Une partie importante de ce secteur donc, est détenue par l'État. Il y a eu beaucoup de mesures de restructuration, comme je vous l'ai dit, 2018 et 2015. Et donc, tout cela a pour objectif d'assainir, de faciliter la mise en œuvre. Je reste à votre disposition pour avoir des informations plus précises sur cet environnement. On a eu l'habitude de dire précédemment pour les autres pays que pour les investisseurs du royaume marocain, la présence des banques marocaines sur place était, à n'en pas douter, un avantage factuel de facilité à tous les niveaux, que ce soit en lecture de risques et de garanties pour les banques locales. À partir du moment où je suis déjà en relation avec ma banque, la maison mère, ça facilite bien évidemment toutes les notions de transaction et d'échange d'informations notamment. Voilà. Donc, on peut, à ce juste titre, ici, féliciter quand même les acteurs du monde financier du royaume marocain d'avoir su étendre à travers des filiales leur présence sur la sous-région. À n'en pas douter, c'est un modèle intéressant qui permet de pouvoir se positionner immédiatement sur la notion donc de financement de ces investissements, de facilité de transaction à l'entrée comme à la sortie. Donc, de ce point de vue-là, véritablement, on a des facilités merveilleuses dont on peut tous se féliciter. Vous aurez donc ces informations ici qui font référence donc, aux indicateurs du commerce extérieur. Beaucoup de chiffres, on a pris l'habitude de ne pas spécifiquement les commenter. On aura l'occasion plutôt de rentrer dans le vif du sujet sur que doit-on faire, quelles sont les opportunités qui peuvent concourir justement à l'importation et à l'exportation de ces biens. Voilà. Mais encore une fois, ces planches restent à votre disposition. On voit malgré tout une augmentation systématique depuis de nombreuses années, même si ça hoquette un peu entre 2018 et 2019, ça faiblit un peu, si je puis dire. Malgré tout, on reste dans une croissance positive, ce qui est, à n'en pas douter, la capacité du gouvernement, sous l'impulsion
différents présidents de la République à favoriser le monde économique à travers donc, les différents plans d'ajustement, pas d'ajustement, pardon, les différents plans de mise en œuvre, de facilitation pour tout ce qui est du domaine économique et de l'investissement productif, auquel donc on reviendra. On a parlé donc beaucoup, on a parlé des IDE. Où en est-on? Alors, on va rentrer peut-être voilà, de manière plus précise dans la partie échange entre le Royaume et le Ghana. Donc, vous avez ici les données qui montrent, par rapport aux pays que nous avons vus précédemment, des montants relativement faibles. On est en millions de dollars. Alors, on a toujours une grosse différence entre l'import et l'export, bien sûr. On a plus de produits qui sortent du Royaume et qui rentrent au Ghana, comme ça a été le cas par ailleurs que l'inverse. Cependant, la position du Maroc par rapport au Ghana laisse penser qu'on a encore une marge de manœuvre qui est extrêmement, extrêmement importante. Comme vous pouvez le constater, le Ghana, si je puis le dire de manière un peu négative, et je m'en excuse auprès de vous, n'était que la 44e marché d'exportation du Maroc, hein. Loin derrière ce que c'était pour le Sénégal, par exemple. Voilà, donc il y a encore beaucoup à faire dans un pays qui, d'un point de vue purement économique, a de gros atouts et met en œuvre effectivement un environnement extrêmement favorable aux échanges et un pays extrêmement, extrêmement ouvert. Donc, toutes les mesures qui sont mises en œuvre tentent de faciliter et de simplifier les procédures qui sont donc complexes et longues, tout en offrant également des incidences fiscales qu'on verra tout à l'heure. On a une main-d'œuvre qui, somme toute, est importante et, on va dire, peu coûteuse, une base agricole substantielle, des ressources naturelles dont on a parlé précédemment, et puis des institutions qui sont stables. C'est une économie qui est extrêmement ouverte, peut-être plus ouverte à la prise de participation étrangère dans la région. Bon, on a toujours, bien sûr, une bureaucratie un peu lourde, un peu encombrante, si je puis dire, le mot n'est pas très convenable, une faiblesse dans la notion de productivité, et puis on l'a vu précédemment, donc des services de financement qui sont, je crois ne pas vous l'avoir dit, mais qui sont extrêmement coûteux. Le taux de crédit au Ghana est assez rédhibitoire, en l'occurrence. Ça, ce sont toujours des freins qu'il ne faut pas négliger. Cependant, les évolutions en termes de classement Doing Business amènent aujourd'hui le Ghana à la 118e place, si mes souvenirs sont exacts, pour la facilitation des affaires et en augmentation permanente. Donc récemment, en 2019, le gouvernement a annoncé donc, la mise en œuvre de réformes majeures pour de nouveau sécuriser davantage les investissements étrangers. Donc notamment la dématérialisation des procédures fiscales, juridiques et d'enregistrement des entreprises, donc via des agences locales. La délivrance des permis de construire, permis d'exploitation et des numéros d'entreprise, etc. Et tout cela étant en cours de construction pour faciliter ce monde, ce contexte économique. Alors, tout est fait pour pouvoir faciliter l'économie. Vous avez peut-être vu passer également les notions fiscales précédemment. Dans la région, par rapport aux pays que nous avons vus précédemment, on est avec un taux de fiscalité faible
puisque ici, la fiscalité sur l'impôt sur les sociétés n'est que de 25%. Elle est donc, on pourrait dire, relativement faible, avec encore des déclinaisons sur d'autres secteurs comme l'hôtellerie, les sociétés notamment qui interviennent dans le pétrole et autres. Et donc, on voit bien la volonté, transparaître la volonté donc, du gouvernement de pouvoir faciliter les investissements. Quelques mots sur les partenariats. Je disais que le Maroc n'est pas bien positionné. Je peux quand même vous donner quelques, en termes d'objectifs peut-être, ou en termes de challenge. On voit arriver dans le top 1 des principaux pays partenaires à l'entrée comme à la sortie, donc import comme export, en premier lieu la Chine. Ensuite, on a des pays, notamment pour ce qui concerne les pays clients, donc on va trouver la Suisse, l'Inde, l'Afrique du Sud, donc les clients du Ghana, hein. La Chine, la Suisse, l'Inde, l'Afrique du Sud, les Pays-Bas, les Émirats arabes unis, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, voilà pour les principales. Et donc pour les pays fournisseurs, ceux qui fournissent donc le Ghana, on a en premier lieu, je le disais précédemment, donc la Chine qui se targue quasiment 20% de part de marché. Ensuite, on va trouver les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde, la Belgique, la Turquie, l'Afrique du Sud, le Vietnam, les Émirats arabes unis et le Canada pour les principaux pays, donc clients et fournisseurs. Vous avez sur ce tableau spécifiquement donc, les importations. Il y a une erreur sur l'appellation. Donc, dont je viens de prendre connaissance. Je m'excuse auprès de tous. On avait pourtant, à nous tous, pris le soin de vérifier, mais je m'aperçois que la terminologie n'est pas bonne, le pays qui apparaît n'est pas le bon. Par contre, les chiffres sont les bons, messieurs et mesdames les participants. Donc, ce n'est pas vers le Sénégal, mais vers le Ghana. Et ce n'est pas en provenance du Sénégal, mais c'est en provenance donc, du Ghana. Je suis désolé pour cette erreur commise, malgré les différentes personnes qui se sont attachées à vérifier. Je ferai bien évidemment la correction. Nous ferons la correction et nous renverrons les bons slides à la SMEX. Voilà. En revanche, les chiffres qui sont à votre disposition, eux, et en correspondance avec la nature des produits, eux sont justes. Il s'agit bien effectivement du Ghana. Voilà. Bon. Comme on dit, l'erreur est humaine. Alors, le Ghana, il a une tradition solide d'investissement dans l'agriculture et l'agro-industrie, on y reviendra. Les services financiers, on l'a vu avec le nombre d'opérateurs, mais également les télécommunications gagnent du terrain en fournissant des services dynamiques innovants à des clients donc diversifiés maintenant à travers le monde. Mais d'autres opportunités existent en ce qui concerne la fabrication, la fourniture, les nouvelles technologies, le tourisme notamment. On aura l'occasion d'y revenir au regard de cette notion d'import-export. On a bien évidemment, vous le savez, des gisements minéraux, or diamant, on l'a dit précédemment, qui abondent dans notre pays. Et puis, depuis une dizaine d'années, donc, le pétrole qui nous permet donc de faire rentrer donc, des devises. Alors, voici donc quels sont les principaux pays les principaux produits Fichtre, qui sont échangés avec le Ghana, tout pays confondu. Donc, les produits qui entrent et qui sortent de notre cher pays, le Ghana. L'idée ici, peut-être, de vous donner pour les différents partenaires, prestataires que vous êtes, vous allez peut-être vous-même vous positionner sur ces différents produits et marchés.
L'idée étant ici de vous donner quelques indications pour éventuellement pouvoir vous donner des idées en termes de positionnement vis-à-vis du Ghana. Voilà donc pour la partie import-export. Je vous donnerai aussi quelques indications sur des choses particulières. Donc on va retrouver tous ces produits à l'échange. Alors, rentrons peut-être de manière un peu plus précise maintenant dans les échanges entre le Maroc et le Ghana, pour faire suite à l'avant-dernière planche. Excusez-moi. Donc, on a bien évidemment des conventions bilatérales qui touchent certains produits. Donc, on a deux dates principales, des dates plus anciennes, mais je préférerais vous donner les dates plus récentes. Donc, 2017 et 2019. Excusez-moi. Notamment avec la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2019. Donc, on a aujourd'hui dans l'agriculture, dans le secteur de la pêche, dans le secteur de l'agro-industrie, dans le secteur du tourisme et des énergies renouvelables, des accords bilatéraux qui ne sont pas présentés ici, mais que vous aurez bien évidemment à votre entière disposition auprès notamment de l'ASMEX ou d'autres structures, mais l'ASMEX en particulier, ou que nous tenons bien évidemment à votre disposition si vous pensez que ça peut vous être utile. On a des investisseurs marocains. Alors, bien sûr, on prend toujours les plus importants. C'est aussi ceux qui sont les plus traçables pour nous dans le cadre de l'exercice qui nous est demandé ici. Donc, on a le groupe OCP, Société Anonyme, qui est sur la production d'engrais et qui a aujourd'hui une porte qui s'ouvre et en tout cas qui sont en pleine. Peut-être que du personnel, des gens de l'ASMEX ou mon ami et collègue Saad a peut-être plus d'informations que ce que nous avons pu obtenir, mais en tout cas, ce groupe OCP, qui est déjà présent à l'international, bien sûr, prend pied chez nous ici au Ghana. On a des entreprises qui sont positionnées sur d'autres types de marchés. Bien sûr, comme d'habitude, dans notre sous-région, le groupe immobilier Adoa veut lancer au Ghana des projets immobiliers, même si c'est un peu moins avancé que ça l'est dans des pays qu'on a évoqués précédemment, notamment j'entends ici Côte d'Ivoire et Sénégal, par exemple. Donc de nombreux accords ont été signés et passés entre ces deux pays, favorisant pour chacun d'entre nous la capacité donc de prendre position. Je voudrais quand même rappeler que je disais des dates antérieures. Ce que j'ai retrouvé dans nos archives et sur les documents qui sont mis à notre disposition, c'est que les relations diplomatiques effectives entre le Royaume du Maroc et le Ghana procèdent de l'année 1960. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des relations anciennes, mais de par le niveau des échanges, qui demeurent bien évidemment perfectibles, en tout cas à augmenter par rapport au potentiel qui est offert dans ce pays. On sait qu'il y a eu 4,3 milliards donc, de monnaie marocaine échangée entre 2012 et 2016 en volume d'échange, ce qui est somme toute relativement faible, au regard du fait que le Maroc exporte des engrais, des conserves de poissons, du ciment, et importe des produits frais tels que les fruits, les produits secs, du bois, des bananes et autres types de produits. On est convaincu que le partenariat entre les deux États devrait connaître une nouvelle dynamique grâce aux politiques sectorielles de diversification amorcées notamment par le Royaume ces dernières années, et la signature donc des accords qui sont présents
et auquel on a fait référence ici sur ce support. Voilà à peu près ce que je vous dis. Alors, j'ai parlé de groupe OCP, pardon, j'ai parlé de Aldoa, est présent aussi les ciments de l'Atlas, par exemple, Saham Assurance. Je disais que j'allais revenir sur les banques. Oui, j'en ai dit deux mots. Le groupe BMCE donc s'appelle chez nous ici BOA au Ghana. Attijari Wafa Bank, ici s'appelle CGB Bank. Ces organismes, dont je le disais précédemment, facilitent donc l'implantation des entreprises marocaines s'il le fallait. Voilà ce que je pense pouvoir vous dire sur cette partie-là. Alors, j'ai trouvé, excusez-moi, je fais un petit retour en arrière avant de venir sur la partie fiscalité. Nous avons trouvé avec mon équipe une quarantaine d'entreprises répertoriées comme étant des entreprises exportatrices, des entreprises bien évidemment marocaines exportatrices vers le Ghana. Ce qui ne veut pas dire que nous soyons en totale connaissance de toutes ces entreprises, mais c'est ce que nous avons pu déterminer. Excusez-moi. Alors, quels sont les avantages fiscaux, puisque cette partie est importante. Alors, je rappelle, vous retrouverez sur les premiers slides ce chiffre de 25%. Il est conséquent pour nous dans la région. On connaît les taux d'imposition des sociétés dans les autres pays, notamment, je rappelle, donc les pays francophones auxquels on a fait référence précédemment. Donc ça, c'est un taux qui reste, enfin qui est effectivement ô combien attractif, même si dans les entreprises de ces sociétés pétrolières, il est plus important puisqu'il est de 35%. Par contre, dans les sociétés hôtelières, il est limité à 22%. Vous avez ici donc en référence quelques aménagements, quelques parties de la fiscalité ghanéenne. On a bien évidemment mis ici ce qui nous paraissait important et qui sont des éléments favorables et positifs pour les investisseurs que vous êtes. Alors, tout le monde peut monter une entreprise au Ghana. Les entrepreneurs étrangers peuvent être propriétaires à 100% d'entreprises au Ghana. Il y a des contraintes à cette capacité d'entreprendre en termes notamment d'immigration. En fonction du nombre de personnes immigrées, donc éventuellement de ressortissants marocains que vous voudriez faire intervenir dans vos entreprises filiales ou autres, donc sur le territoire ghanéen, vous aurez des contraintes de capital à mettre en œuvre. Donc, bon, tout ça, ce sont des particularités du pays qu'il convient bien évidemment de vérifier tout en étant accompagné par des experts. Il se trouve qu'au Ghana, plus qu'ailleurs, puisqu'on est dans un pays anglophone, on est dans une vraie, je parle en tout cas pour les résidents, on est dans une vraie ouverture au conseil, à l'accompagnement et au conseil. Et donc, vous trouverez sur la place, en dehors de votre serviteur, de ces mots, de nombreuses sociétés et cabinets qui sont totalement disposés à vous accompagner. Mais vraiment, on est dans un monde anglophone et la différence entre le monde anglophone, notamment, et le monde francophone, c'est le recours à l'accompagnement et au conseil. Et donc, la fiscalité est peut-être là encore particulière. Elle prend sa source malgré tout plutôt dans un monde anglophone que francophone, même si les ajustements bien évidemment ont été opérés. Et il est, comme cela se doit, et nous le répétons de manière systématique, tout à fait
pertinent de pouvoir, en amont, trouver des sociétés qui peuvent vous donner des informations, les experts juridiques et fiscaux notamment, et puis aussi les sociétés d'accompagnement d'un point de vue purement marché pour pouvoir être le plus pertinent possible, perdre le moins de temps possible, et comme vous le savez, le temps c'est de l'argent, voilà, et de pouvoir donc compétir avec les autres avec vos propres concurrents qui viennent eux du monde entier et qui sont peut-être dans une habitude effectivement à utiliser ce type de prestation de service, ce qui, pour notre cas francophone, est un peu moins habituel. Alors il y a vous trouverez il y a comment dirais-je, excusez-moi, il y a une particularité dans la fiscalité qui s'adresse au secteur de la transformation et des traitements des minéraux. Vous trouverez donc des incitations spécifiques avec des systèmes d'amortissement, avec des allocations d'investissement, etc. etc. J'ai parlé du quota d'immigration pour le personnel expatrié, donc ça, je vous en ai parlé. Donc, il y a vraiment cette notion de capacité à pouvoir utiliser des ressources humaines expatriées qu'il convient effectivement de bien préciser en amont. On a une loi également de 2006 sur les minéraux et les mines qui ajoute certains aspects au droit commercial sur les dépenses d'exploration, de développement, etc., sur les déductions en capital, sur la conservation d'une partie des revenus que vous pourrez éventuellement utiliser pour l'acquisition d'équipements et autres. Donc, comme vous voyez, une batterie d'arguments fiscaux qu'il conviendra de préciser. On a ici donné un schéma qui se veut le plus pragmatique possible, mais on reste à des niveaux superficiels. Et vous aurez bien évidemment le loisir de pouvoir obtenir donc, tous ces éléments. Mais ça reste des éléments très superficiels. Vous donnez quelques éléments plus précis sur des secteurs bien précis de l'investissement dont il conviendra de prendre la mesure dans le cadre de défendre au mieux vos intérêts. Alors, rentrons maintenant, si vous le voulez bien, dans la partie qui est celle qui est la plus constructive dans le cadre de ces webinaires, qui fait référence donc aux opportunités offertes aux investisseurs, chefs d'entreprise que vous êtes au Ghana. Donc cette première planche a pour objectif de vous donner une vision plutôt générale des opportunités, et on va ensuite basculer sur des procédés plus spécifiques. Donc, rien de nouveau, je crois que ces éléments, on les a évoqués précédemment. J'ai dit que comment dirais-je, l'agriculture et l'agro-industrie, c'est en effet un secteur réelle opportunité et qui a du sens vous concernant. Bien évidemment, les hydrocarbures et les mines qui restent un secteur extrêmement porteur. Mais ça, ce sont des éléments que nous avions évoqués précédemment. Et puis, en termes d'opportunités, on va retrouver au sens large l'énergie. On verra quelques déclinaisons de manière plus spécifique. Les assurances, avec notamment la présence de Saham, je vous l'ai dit. Alors, la grande distribution, elle aussi, reste un domaine qui est intéressant donc aujourd'hui adressé avec la montée en puissance d'une classe dite classe moyenne, donc de consommateurs qui, je dirais, sont en recherche de produits à valeur ajoutée et conséquemment donc à prix différents de ce qu'on va pouvoir trouver dans les petites échoppes qu'on retrouve un peu partout dans nos contrées. Alors, de manière plus spécifique. Donc, on va trouver ici les infrastructures, bien sûr. Alors, il y a un programme sur les infrastructures
qui est important. Vous le savez, dans notre région, les infrastructures sont en deçà de ce qu'elles devraient être, ou en tout cas sont en perspective d'accompagner la croissance de nos pays et donc du Ghana. Et de manière persistante et consistante, sur les webinaires que je fais dans notre région, on retrouve en premier lieu les infrastructures. Alors, quand on parle d'infrastructures, on parle de toutes ces infrastructures. Les infrastructures des technologies de l'information, donc des TIC, également dans l'énergie, les transports, l'hébergement, l'éducation, santé, tourisme et évidemment les ports, puisque comme vous le savez, il y a une grosse bagarre chez nous en Afrique de l'Ouest sur qui aura la primauté, qui aura le meilleur hub pour pouvoir attirer à lui les gros porte-conteneurs et autres bateaux qui transitent les marchandises. Et je sais que le Maroc, c'est à Dakhla, si j'ai bonne mémoire, c'est déjà mis en œuvre pour pouvoir être un hub, j'allais dire, continental, qui pourrait donc éventuellement donc, desservir ces hubs sous-régionaux que sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, en l'occurrence ici, par exemple, le Ghana, qui compétit bien évidemment comme les autres à prendre le leadership sur cette partie-là. Alors, on a des objectifs spécifiques sur tout cela qui sont donnés plus bas. On va retrouver ensuite le secteur donc, de l'agriculture et de l'agrotransformation, ce qu'on appelle l'agroalimentaire. Donc là, on a apporté des éléments peut-être un peu plus constructifs, plus de données, donc peut-être aussi plus d'idées pour vous sur les choses qui peuvent être apportées sur ce domaine de l'agriculture et donc de l'agro-industrie. Donc, plus précis en matière de capacité et d'investissement à réaliser. C'est un secteur extrêmement important pour lequel, à n'en pas douter, il y a beaucoup de choses à faire vous concernant. Donc, on a présenté ça de cette manière, donc en matière de production. On voit bien tout ce qui concerne donc, la transformation, tout ce qui concerne aussi la production, la capacité donc, de produire les produits agricoles. Vous voyez par exemple aussi la production de médicaments vétérinaires, de vaccins, tout ce qui va permettre effectivement de produire pour les animaux une certaine capacité d'hygiène et de santé. Également donc l'aquaculture, la production de produits forestiers, la création d'industries de pâte à papier et de panneaux, la création de plantations de bois, la fourniture de plants d'arbres et d'espèces de plantations. Mais on a aussi, en matière de soutien et de technologie, donc la fourniture. Là, on est plus dans la notion de fourniture. Donc, pour tous les fabricants que vous êtes ou les distributeurs éventuels qui nous suivent ici, les tracteurs avec tous les outils pour la plantation et moissonneuse, les équipements qui vont servir effectivement à tout ce qui concerne l'assurance qualité, tout ce qui va permettre aussi de produire et d'installer des équipements de chaîne de froid, fournir aussi les machines pour les poussins de 1 jour, tout ce qui va permettre de faire les écloseries de poussins de 1 jour, etc., etc., en allant jusqu'à des services technologiques à valeur ajoutée sur les services de recherche et développement agricole et tout ce qui concerne aussi la logistique d'inspection et de classement, donc selon bien évidemment les normes internationales. Donc ça, c'est pour la partie ici. Et on va retrouver, donc, pour finir, tout ce qui va être les systèmes donc, de distribution et de marketing dans l'agriculture et l'agro-transformation, donc tout ce qui va permettre de mettre à disposition effectivement ce que nous avons vu plus haut. Alors, ce qui est important de retenir, me semble-t-il, c'est que l'idée, c'est effectivement de commercialiser, mais le Ghana, lui, a un marché qui est international, Union européenne, Asie et toute la CEDEAO, dont je rappelle, qui couvre 15 pays. Voilà. Intéressant, sans aucun doute, l'industrie du textile, sur lequel est positionné, me semble-t-il, le Maroc.
Donc, ici, on voit un vrai phénomène de l'État à avoir apporté la promotion des investissements, notamment des investissements étrangers. Excusez-moi. En effet, l'idée pour l'État, c'est de créer donc de l'emploi, et on sait que les industries textiles créent un nombre d'emplois conséquents. Donc pour une population qui, elle, n'arrête pas de croître. Donc l'idée, c'est de conjuguer les effets du chômage, voire également de pouvoir peut-être passer aussi des personnes qui sont dans l'informel dans une économie formelle à travers donc, des investissements réalisés dans les industries du textile. Voilà. Alors, deux mots sur la formation. Tout ce que nous allons voir, notamment tout ce qui apporte de la valeur ajoutée, bien évidemment, nécessite également de la formation. J'aime à dire de manière systématique que l'intérêt également, me semble-t-il, du Maroc, de l'investissement marocain en matière dans notre sous-région, doit aussi avoir pour corps la capacité à augmenter la capacité des ressources locales, à n'en pas douter. Et la partie de la formation est une partie toujours extrêmement bien venue chez nous. Il en vient ici d'un découlement en fait, de fondamentaux culturels. Donc, on va retrouver bien évidemment tout ce qui peut être de formation sur l'agriculture et l'agro-transformation. Alors, j'ai noté renforcement des capacités. Formation, c'est un terme générique, mais si certains imaginent exclusivement la mise en place d'écoles, d'universités, il est aussi de bon ton de pouvoir, lorsqu'on amène de la valeur ajoutée, que ce soit en termes de distribution ou bien de fabrication, et bien d'avoir aussi des unités internes de renforcement des capacités, pas spécifiquement et obligatoirement par l'intermédiaire des universités, qui, elles, forment en réalité à des métiers extrêmes, enfin, donnent de l'information, j'allais dire, principalement théorique, mais plutôt là, de la formation, de l'information, de la capacité en réalité à utiliser concrètement la valeur ajoutée qui est apportée par vous, c'est-à-dire par les investisseurs. Le secteur médical également, on le verra tout à l'heure, et dans le secteur des mines, bien sûr, là aussi, des efforts de formation. Partout ici, on est confronté à cette notion de déficit de main-d'œuvre qualifiée, étant entendu par ailleurs que au Ghana, comme c'est le cas par exemple au Mali et autres, on trouve des mines, au Sénégal également, on va avoir un nombre d'intervenants dans l'informel qui est extrêmement important. La formation, c'est peut-être aussi une manière de mobiliser les compétences de manière différente. Bien. Tout ce qui va concerner effectivement la transformation des aliments, donc tout ce qu'on considère donc étant la préparation des aliments, vous retrouverez la même formulation en termes de production de matières premières, donc en transformation de maïs, de l'igname, du manioc, l'huile, etc., et toutes les déclinaisons de produits. Bien sûr, la production du cacao et des produits de base de café à valeur ajoutée, très important, à valeur ajoutée, mais également la production de semences améliorées, la transformation des produits laitiers, bien sûr, grosse consommation, notamment dans les catégories socio-professionnelles hautes, je disais précédemment, et la production d'intrants comme les engrais, les pesticides et les fongicides. En ce qui concerne les matières premières, donc la transformation et la fabrication pour fournir des matériaux d'emballage, fournir du matériel végétal, des produits horticoles destinés à la transformation. On revient à nos produits vus plus haut. Pour les marchés nationaux, bien sûr, mais également régionaux et plus largement, donc, plus lointains, j'allais dire, par exemple, de l'Union européenne. Également, donc, le développement d'installations d'irrigation privée. Donc, tout ce qui concerne les technologies et le soutien, les machines de traitement pour fournir les équipements de chaîne de froid,
L'installation, pardon, la fourniture et l'installation des équipements de chaîne de froid, bien sûr. Former les fabricants à la technologie d'emballage, j'aurais pu effectivement de manière plus pertinente mettre ça dans la partie formation, mais vous voyez qu'ici on a encore des sujets de formation. Les entreprises doivent former les producteurs, je le disais différemment précédemment. Donc vous avez des éléments ici sur la partie technologique et les effets de soutien. Et puis tout ce qui va permettre de mettre à disposition, bien sûr, tout ce qui est post-production, le transport, l'emballage, donc il va falloir des camionnettes frigorifiques, et tout ce qui va permettre donc d'effectuer la distribution de ces produits, donc transformés, de ces aliments de matières premières transformés en aliments directement consommables sur les marchés nationaux, régionaux et bien évidemment plus lointains, donc internationaux. Je disais précédemment donc, sur le secteur donc, de la santé, on a beaucoup de projets d'infrastructure. Je ne vais peut-être pas vous relire tout ce qui est écrit. Ce qu'il faut effectivement bien noter, je le disais pour la consommation alimentaire, etc. Je le disais aussi pour la notion à d'autres niveaux. Ici, la santé, les classes moyennes modifient leurs habitudes de consommation et elles sont plus habilitées, effectivement, elles ont plus instinctivement, si vous voulez, l'idée d'aller dans des centres de santé plutôt privés, bien évidemment. Donc on va retrouver ici toute une capacité ou une nécessité du pays à trouver des réponses adaptées à ces besoins de consommation. Donc là, on a une vraie demande à laquelle il peut être apporter, on en est convaincu, des réponses en matière de mise en œuvre donc de projets d'infrastructure, mais également d'assurance maladie. Effectivement, le soin aux personnes âgées est un problème récurrent, des établissements éventuellement pour ces personnes âgées, des centres de dialyse pour les personnes souffrant malheureusement du diabète, etc., etc., etc. Jusqu'à des services moins gays mais réels, de services mortuaires et de salons funéraires. On a eu l'occasion sur cette partie spécifique récemment d'accompagner une entreprise étrangère, et on a pu constater de visu que ce secteur spécifique est un secteur en plein développement. Voilà, donc il y a énormément de choses à faire, et même si ici vous voyez peut-être des choses un peu générales, on est vraiment dans cette tendance et on reste à votre entière disposition pour pouvoir, comme ça avait été le cas sur les services spécifiques que j'ai évoqués précédemment, vous donner des informations plus spécifiques et contextuelles. Voilà. Sur le traitement des minéraux, on avait parlé précédemment, si j'ai bonne mémoire, de la fiscalité. Excusez-moi. Donc maintenant, on est sur les opportunités à saisir. Donc installation de raffinage, exploiter et produire du sel solaire. Donc il y a un vrai potentiel d'utilisation pour la production de soude caustique, qui est, j'apprends rien, aux professionnels que j'espère sont parmi nous aujourd'hui, donc qui servent à l'industrie, notamment l'industrie du savon, qui peut effectivement produire du chlore, et comme produits chimiques, etc. D'autres entreprises, donc pour l'industrie minière, il y en a énormément. L'exploitation de gisements de granit pour les carreaux, les productions de pierres de dimension pour le bâtiment, et toujours, on revient sur cette notion de sel. La déclinaison donc, en termes d'ingénierie et de services, donc, pour fournir donc, des services de soutien, donc, y compris des forages sous contrat, des laboratoires d'analyse, des consultants miniers et géologiques sous contrat. On a trouvé effectivement des appels d'offres intéressants à ce niveau-là, ouverts à tous, bien sûr, des appels d'offres ou d'autres types
d'approche, mais on a trouvé effectivement des demandes spécifiques sur ce marché. Des installations d'usines de fabrication pour l'industrie minière, des entreprises d'installation de production pour fabriquer des intrants pour l'industrie minière, les billes de broyage, les trépans, les cyanures et les charbons actifs. Je pense que les quelques professionnels qui sont parmi nous savent précisément de quoi il s'agit ici. Toujours dans le secteur des mines, on va retrouver donc toute cette panoplie ici. Alors, on a obtenu comme information spécifique sur ce secteur. Je me permets de faire un aparté très bref. Quand je dis ce que nous avons récolté, c'est vrai qu'on se présente pas, on présente peu ces mots SAE dans sa nature. En réalité, on a différentes branches et on a la chance d'avoir une branche industrie chez nous, puisque celui qui gère le bureau chez nous, qui gère notre bureau d'Abidjan, il a été pendant 20 ans le directeur du département industrie et infrastructure du bureau Veritas à Abidjan. Et il est consultant, donc c'est lui qui gère notre bureau. Donc, toutes ces informations sont des informations que vous retrouverez peut-être sur de la documentation, mais c'est des informations qu'on a aussi captées par le réseau de notre directeur du bureau d'Abidjan. Voilà. Donc, on sait effectivement que dans ce secteur, les opérateurs locaux, ils sont ouverts, ils sont assez friands et pas du tout fermés aux fournisseurs étrangers qui peuvent éventuellement apporter, bien sûr, toujours des notions de qualitatif. Il ne s'agit pas de vouloir compétir avec les numéros 1 qui sont aujourd'hui donc les Chinois, comme on l'a vu précédemment, tant en termes d'import que d'export, mais vraiment apporter de la qualité, se démarquer de ce marché. Il y a une vraie capacité effectivement d'absorption et en tout cas il y a de la demande. Voilà. C'est plutôt sur ce type de produit que nous travaillons dans notre région. C'est là-dessus que nous aimons bien travailler sur tous les secteurs. Bien. Le tourisme. Alors, le tourisme, ce qui est intéressant également dans le tourisme, c'est qu'on va retrouver aussi des garanties d'investissement et des incitations. On va pas avoir le temps de tout décliner. Je disais précédemment, on sait qu'on a on a un taux d'imposition qui est plus bas puisqu'il est à 22%, ça je le disais précédemment. Les produits qui sont importés pour les établissements touristiques, ils ont un taux préférentiel de 10%. Une exemption des droits d'importation, etc., etc. Donc, le secteur du tourisme est un secteur qui comporte donc d'une part des garanties d'investissement, puisqu'il y a une garantie contre l'expropriation, etc., etc. Il y a aussi la transférabilité gratuite des bénéfices. Bref, ce secteur est un secteur qui est vraiment encadré et qui favorise la mise en œuvre de projets très intéressants. Il y a des projets très intéressants qu'on vous a livrés ici de manière assez générale. Encore une fois, on reste à votre entière disposition pour les acteurs qui seraient intéressés sur ce secteur. Alors, on va retrouver l'eau, l'assainissement et l'électricité. Bon, tout ce qui est infrastructure, je l'avais dit dans la présentation générale des opportunités, des forages, des puits creusés, donc on a des sources ponctuelles qu'il faut réhabiliter, qu'il faut améliorer. Dans les petites villes, on a des systèmes de canalisation qui ne sont plus du tout en adéquation. Bref, vous avez ici nous trouvons ici des sujets sur lesquels il y a effectivement des choses à faire, si je peux parler de manière assez générale. Il y a vraiment des choses à faire. Et il y a de la demande sur laquelle il faut bien évidemment se rapprocher des agences et autres pour pouvoir travailler de concert, tout en faisant référence, bien évidemment, aux aspects des accords bilatéraux éventuels sur ces différents secteurs. L'électricité, voilà, vous avez tout un panoplie ici, donc les éclairages publics, la fourniture des équipements de surveillance de l'énergie, les énergies renouvelables décentralisées,
réfrigérateurs solaires pour la conservation des vaccins dans les régions éloignées, tout ce qui est hors réseau, notamment pour les enfants. Voilà, il y a des systèmes des programmes de vaccination qui ont du mal à se déployer en fonction de cette, enfin, qui se déploient, mais pour lesquels il y a des besoins. L'énergie solaire aux écoles des communautés hors réseau. Bon, pour tous ceux qui connaissent l'Afrique, je veux dire, c'est assez récurrent. Mais ici, effectivement, on est dans cette perspective actuelle. Donc là encore, sur ces besoins basiques, on a des demandes à satisfaire. Je crois que nous avons... excusez-moi, je n'arrive pas à revenir en arrière. Ah. Je suis arrivé à la fin de mon cadre. Voilà. Alors, on a trouvé énormément en dehors de ce que je viens de vous préciser ici, on a tout un tas dans les différents domaines, on a tout un tas d'appels d'offres, d'attributions de contrats et autres qui sont de manière systématique mis à la disposition. Vous voyez, en termes quantitatifs, dans l'agriculture et produits alimentaires, on en a trouvé 16, on en a 16 à la disposition. Si je vais sur les travaux de construction, on a 21 demandes à satisfaire. Sur l'environnement, j'en trouve 7. Sur l'énergie, j'en ai une. Qui, bien évidemment, rentrent dans le cadre de ce que j'ai présenté précédemment. La santé des populations, on en a 9. Dans l'industrie, on en a 26. J'aurais pu vous dire d'ailleurs que dans l'industrie, il y a un programme de revitalisation industrielle, mais je ne voudrais pas non plus dépasser le temps qui m'est imparti. On a peu parlé de l'industrie de manière générale. On a en tout cas un vrai programme intéressant de revitalisation industrielle. Et de ce point de vue, le Ghana est très très bien positionné en termes de ranking dans la sous-région sur la partie industrielle. Donc 26 projets sur lesquels il faut trouver des compétences. Information et communication, on en a trouvé 24. Dans les services, de manière générale, on en a trouvé énormément, que ce soit le service aux entreprises, donc le droit, le marketing, toujours les services d'enseignement et de formation, etc., etc. Dans le transport, on a trouvé beaucoup entre, bien sûr, la fourniture de quelques véhicules et autres, mais aussi des accessoires, par exemple, etc., etc. Il y a aussi des programmes un peu plus importants. Vous connaissez bien les consultants et les personnes qui éventuellement nous suivent et qui viennent des organisations internationales. On a une demande systématique dans la région, une demande de personnel consultant sur des domaines spécifiques qui rentrent dans des programmes, par exemple, du Millennium Challenge Corporation, dans la Banque mondiale, par exemple, etc., etc. Ce sont toujours il y a des composantes. On sait qu'il y a un programme de compétitivité en Afrique de l'Ouest et il y a le projet de la composante Ghana, par exemple, qui recherche aussi des spécialistes. Bref, on est sur un pays qui est véritablement anglophone, certes, mais ô combien intéressant et porteur d'opportunités pour les investisseurs que vous êtes. Je ne sais pas en termes de timing où j'en suis. Ça, je pense que... Philippe, on est déjà donc à 4h30, donc tu as le temps de conclure pour qu'on laisse un moment pour les questions, s'il y en a. À conclure... Présenter les services rapidement. Ah oui, d'accord, oui. Conclure, ok. Alors, c'est gentil, merci infiniment de l'opportunité que vous nous donnez depuis plusieurs mois maintenant de participer à ces webinaires qui se présentent presque plus comme des séminaires que comme des webinaires, mais en tout cas très intéressants. Voilà, l'occasion aussi de vous présenter une partie de notre staff. Donc, bon, j'apparais en haut, ce qui n'est peut-être pas très, très, très pertinent du reste. Enfin, c'est moi qui ai créé cette société par action simplifiée. Voilà, donc je m'occupe plutôt, moi, de la partie business développement. C'est mon savoir-faire et ma compétence, puisque j'ai démarré ma carrière dans la fonction commerciale et j'étais directeur commercial dans des banques d'investissement et autres.
J'ai un associé qui s'appelle Momar Tiao, qui donc lui est fiscaliste et juriste, et il est spécialiste du droit social au niveau de l'OHADA. Il est notamment, comment dirais-je, il est à l'ordre des experts, excusez-moi, des experts fiscaux, donc sa signature vaut conseil. On a une responsable, Fatou, qui est la responsable du service coordination et assistance, parce que on a beaucoup de gens qui travaillent en interne, on a peu de gens qui travaillent en interne, mais on a aussi beaucoup de personnes qui travaillent autour de nous, qui sont donc référencées chez nous, que nous utilisons sur différents secteurs. Et puis, je vous le présentais tout à l'heure, Medoun, qui donc gère notre bureau d'Abidjan, et qui est donc un expert industriel de longue haleine, puisqu'il a une quarantaine d'années d'expérience et d'expertise. Il est extrêmement bien réseauté dans toute la sous-région. Pour parenthèse, je me permets de vous signifier également que on a pris la décision de basculer notre bureau de représentation en Côte d'Ivoire en filiale. Donc, je vais me rendre dans quelques jours, voire quelques semaines à Abidjan pour finaliser la mise en œuvre de notre filiale à Abidjan, ce qui nous rapproche de fait du Ghana, parce qu'en réalité, c'est de par cette porte que nous travaillons au Ghana, mais on a aussi des personnes qui travaillent directement pour nous et qui sont au Ghana. Mais donc, on va créer la filiale qui s'appellera donc CEMO CISAS. Donc là, je vous livre un scoop, si je puis dire. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Alors, vous retrouverez éventuellement, pour ceux qui voudraient bien nous découvrir et qui éventuellement voudraient en savoir un peu plus sur nous, voilà, il y a des use cases qui sont mis à votre disposition. On a les 8 pays où nous sommes présents, donc le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, c'est le seul pays anglophone du reste, la Guinée, le Mali, le Sénégal et le Togo. On a bien évidemment des use cases pour tous ces pays. J'évoquais tout à l'heure, par exemple, la démarche que nous avons faite. Excusez-moi. J'évoquais, par exemple, la démarche que nous avons faite pour une société dans le cadre des prestations mortuaires et de services de mise à disposition de services mortuaires, de salles donc de mise à disposition des corps. Voilà, on aurait pu la mettre ici. On n'a pas pu mettre tous les use cases, mais voilà, c'est assez, ça reprend assez malgré tout l'étendue de ce que nous pouvons faire pour vous. Et puis voilà quelques références sur lesquelles, je dois bien l'avouer, on a trop peu, voire pas, de références marocaines. Alors, on espère bien évidemment pouvoir trouver un écho favorable et vous accompagner dans notre région, que ce soit au Ghana, on l'espère. C'est vraiment un pays dans lequel il faut investir, dans lequel il y a beaucoup d'opportunités à saisir et qui est, je le répète, particulier dans notre région. Peut-être aussi parce qu'elle est plutôt d'obédience, enfin de caractère anglophone, ce qui modifie aussi un peu sa base structurelle au niveau de l'organisation. Mais voilà, on est en relation avec des entreprises, quelques entreprises marocaines, puisqu'on a eu la chance de faire des webinars sur d'autres pays précédemment à celui-ci. On espère pouvoir concrétiser quelques dossiers d'accompagnement et on serait vraiment heureux. On est convaincu à notre niveau de cette route qui est vraiment une porte ouverte, et de ce point de vue de la SVECAF est un aspect extrêmement positif de notre point de vue. C'est vraiment pour nous dans la route, il y a vraiment le point du Maroc qui représente un effet de valorisation pour l'entrée dans notre sous-région. Et de ce point de vue, on espère avec notre collègue Saad Amoumi, eh bien, avec lequel on intervient conjointement, pouvoir vous ouvrir les portes de ce beau pays qu'est le Ghana. Voilà, je reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions éventuelles. Ben, merci Philippe.
C'est toujours avec plaisir que nous suivons tes présentations très détaillées, documentées. Et donc, moi, de mon côté, j'ai découvert un pays où il y a énormément d'opportunités, encore une fois. Comme tu as dit tout à l'heure, même s'il y a un barrage de langue, parce que c'est un pays anglophone, par contre, les opportunités sont beaucoup plus importantes que les marchés ou les pays où les entreprises marocaines ont, disons, l'habitude d'aller, comme le Sénégal, enfin la partie, disons, francophone. Mais j'ai retenu que c'était une économie ouverte où il y avait pratiquement tout à faire. Enfin, je vois que tu avais un peu passé en revue tous les secteurs, mais il y a énormément d'opportunités pour l'agroalimentaire, l'agricole, les hydrocarbures, les mines et j'en passe. Donc, le textile également, les infrastructures. Donc, moi, je pense que le fait qu'il y ait eu le voyage de Sa Majesté, que ça a donné plusieurs accords bilatéraux, le fait qu'il y ait déjà la route tracée par quelques banques, quelques entreprises emblématiques comme l'OCP, Sanam et d'autres que j'ai oubliés, mais qui sont des leaders ici au Maroc, ce n'est qu'un gage de réussite. Et enfin, disons que ce sont des leaders qui peuvent tirer avec elles les exportateurs potentiels. Donc, sans plus tarder, je vais passer aux questions et je salue au passage M. Belhassen qui nous a rejoints. Euh, alors, la première question, c'est par rapport aux mentalités, c'est-à-dire comment sont perçus, si tu veux, les rendez-vous d'affaires, enfin, comment se perçoivent les importateurs, les grossistes, disons, les relations d'affaires avec les étrangers, notamment en l'occurrence marocains. Je te pose peut-être trois, quatre questions. Après, je te laisse. Ok. La deuxième question porte sur le code des investissements. Est-ce que le Ghana dispose d'un code des investissements? Si oui, quels sont les avantages accordés aux investisseurs nationaux et étrangers? La troisième question, c'est sur l'offre exportable marocaine. Euh, la personne pose la question sur la pertinence de cette offre exportable, étant donné les problématiques de logistique. Je pense qu'en l'occurrence, il fait allusion peut-être au transport, parce que souvent, ça c'est souvent décrié, c'est que le transport sud-sud coûte cher en général. Donc, qu'en est-il du Ghana? Je te laisse peut-être répondre à ces trois questions avant de passer aux trois suivantes. Ok, ok, avec plaisir. Bon, pour le code des investissements, on a décliné tout un tas de particularités. On a mis sur le. Donc, ça sera à disposition des participants. Ça y répond, j'imagine, en partie. Après, pour tout ce qui concerne des spécificités, comme d'habitude, c'est toujours difficile de rentrer. Mais il y a deux planches qui font référence, en fait, à de la fiscalité. Mhm. Donc, je pense qu'une partie des réponses devrait être insérées, se retrouver dans ce document. Et pour le reste à disposition, bien sûr. Donc ça, c'est pour le code des investissements en tant que tel. L'offre exportable marocaine en termes de logistique. Alors, on n'a pas, pour être franc, c'est une question que j'ai posée à notre responsable sur place, puisque comme je l'ai dit, on a aussi des équipes sur place. Et pour être tout à fait franc avec vous, ça fait 3 jours que j'ai plus de contact avec mon référent sur place. Je vais me permettre de différer la réponse à cette question, mais je promets bien évidemment, comme je l'ai fait précédemment, d'y répondre à l'intérieur du mail que j'enverrai à la fois aux participants et à la fois à ceux qui étaient inscrits et non participants, parce que je ne voudrais pas répondre de manière générale en disant oui, en Afrique c'est comme ça. Je préférais répondre de manière spécifique sur le Ghana. Et honnêtement, depuis 3 jours, j'ai plus de réponse de notre référent Ghana. Et ça fait partie des questions que je vais poser. Donc là, comme on dit, je fais joker, mais j'y répondrai par écrit.
Et en ce qui concerne donc la notion de mentalité, alors avec l'expérience, l'expertise, ce qu'on a compris, c'est qu'il est de bon ton, lorsqu'on veut faire des affaires au Ghana, d'être accompagné de Ghanéens. La réponse, elle est aussi claire que celle-ci. Très bien. Alors maintenant, quand on vient peut-être accompagné du patron de Addoa, etc., ça modifie sans doute, mais encore faudrait-il pouvoir mobiliser le patron d'Addoa ou de l'OCP sur place. Dans le cadre des affaires courantes, lorsqu'on est une PME et une PMI, toute origine confondue, il est de bon ton d'être accompagné d'un local. C'est toujours mieux. On en a Très fait bien. l'expérience. Nos clients, on en a plusieurs, ont fait l'expérience. Et donc maintenant, nous, de manière systématique, lorsqu'on a des opérations à faire sur place, lorsqu'on accompagne des entreprises sur place, on met à disposition une personne ghanéenne qui fera les rendez-vous, enfin, qui sera présentée comme étant le référent de l'entreprise sur place. Mais disons, est-ce que tu as une idée est-ce que l'image Maroc est plutôt bonne au Ghana? Est-ce que c'est, bon, comme c'était le cas peut-être au Sénégal où un Bah, y a investisseur pas, marocain bien perçu? j'ai pas d'informations de cette nature. D'accord. Je je pense pas qu'il y ait de problématiques spécifiques. Euh, Alors, la question suivante concerne l'impôt de 25% sur les sociétés. Est-ce oui, qu'il frappe aussi les nouvelles installations? C'est la première question. La deuxième, c'est sur, est-ce que tu as une idée sur les droits de douane pour les importations de produits vers le Ghana? Et la dernière question que j'ai pour l'instant, ça concerne le quota pour le personnel. Est-ce que tu peux développer un peu plus? Je pense que tu avais parlé d'un quota pour le personnel étranger dans les entreprises, disons, filiales ghanéennes. oui. Est-ce que tu as plus d'informations là-dessus? Alors bon, pour les trois, enfin, ce sont des questions qui nous sont habituelles, mon cher Saad. Mhm. C'est toujours délicat parce que après, ça peut. Enfin, je veux dire. Alors, pour ce qui concerne l'IS, j'ai donné des informations. L'impôt sur les sociétés de 25%, on sait que par exemple, en ce qui concerne le tourisme, on descend à 22%. On sait que lorsqu'on est dans les entreprises, dans le secteur minier, pétrolier, pardon, on est à 35. Donc on a encore ici des variations. Euh, Maintenant, les problématiques de fiscalité en tant que telles sont des problématiques qu'on vient d'adresser par un professionnel que je ne suis pas. Mhm. Mon associé ici présent, parce qu'il vient de rentrer, Momar, donc lui serait habilité, mais ça fait l'occasion, bien évidemment, d'une consultation, si je puis dire. En consultation, il n'y a pas spécifiquement ici l'aspect tarification, mais je dirais que ça fait l'objet d'une démarche particulière. Les droits de douane, c'est la même chose, comme vous le savez tous, pour tous les exportateurs et importateurs qui nous écoutent. Ça dépend de tout un tas de quel type de produit il s'agit. Il y a toujours des dérogations pour des produits spécifiques et autres, etc., etc. Et en ce qui concerne le quota de personnel, on est dans le même schéma en fonction du type de capital. En fait, c'est un rapport entre le capital que vous investissez. Pour faire court, c'est un rapport entre le capital investi dans la création de l'entreprise. En fonction du capital, il y a un nombre de. Vous ne pourrez pas dépasser un certain nombre d'opérateurs, donc de ressources humaines, qui seraient donc immigrés. C'est-à-dire que vous faites venir de l'extérieur vers le Ghana. Mais il y a un rapport entre, et il y a beaucoup de déclinaisons, hein. Il y a beaucoup de déclinaisons, hein. Donc ça serait trop long de les aborder ici, mais la réponse que je peux faire, c'est que c'est un rapport entre le capital et le nombre de personnel, de ressources humaines mises à disposition de l'entreprise sur place. Donc étant entendu comme étant immigré. Très bien. Je pense que comme il s'agit aussi au Maroc, il doit y avoir une législation du travail, un ministère qui s'occupe de l'octroi et une démarche à faire pour tout expatrié au Ghana, hein. Donc, et comme tu dis, s'il y a
un projet spécifique, on peut être saisi par écrit et y répondre tranquillement. Oui, Donc, tout à fait. voilà. Donc, je te remercie pour ces réponses claires. Je repasse la parole à M. Belhssen. Je ne sais pas s'il y a des témoignages live, parce que là, je crois on est à peu près au bout du timing. C'est Belhssen, est-ce qu'il y a des personnes qui Bonjour souhaitent Philippe, intervenir? bonjour Saad, bonjour tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser directement? Je demanderai à. Alors, nous avons c'est Ahmed Katir, le président de la commission financement et assurance au sein de la SMEX. C'est Ahmed, à toi la parole. C'est Ahmed. C'est Ahmed. C'est Katir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions ou témoigner? C'est Katir, tu nous entends? Apparemment, il a un problème de Son, de micro. son. De toute façon, ce que je vous propose, c'est Belhssen, s'il n'y a pas d'autres intervenants, on pourra toujours recevoir ça par mail. On sera à disposition, hein, n'est-ce pas, Philippe? Tout à fait, avec plaisir. Voilà, et donc, OK, c'est Belhssen? Oui, oui, je suis en train Oui. d'appeler Katir donc pour voir. Donnez-moi une minute. OK, je vous en prie. Je vous en prie. Oui. On ne peut pas Alors, proposer un malheureusement, il a un café. problème de son. Alors, sa question, elle est la suivante. Alors, par rapport au système bancaire au Ghana, d'après ma propre prospection, le coût des LC et les conditions d'accès aux produits bancaires au Ghana est très coûteux et impacte la compétitivité et bloque souvent la fluidité des opérations et des transactions, surtout après les problèmes de devises des dernières années. Alors, ma question, comment les importateurs font-ils face à ce problème et comment peut-on contourner ce problème? Question de compétitivité de l'offre marocaine. OK. Oui, tout à fait. Hein. J'ai dit quelques mots sur ce sujet précédemment. Je remercie la personne de revenir sur ce sujet. C'est très coûteux, bien plus coûteux au Ghana que ça ne l'est au Sénégal ou autre, effectivement. Je dirais que de mon point de vue, la manière dont je perçois les choses aujourd'hui, c'est que l'avantage du. Alors, comment est-ce qu'on peut contourner ce système? Être financé en dehors du système ghanéen. C'est la première réponse que je peux apporter. L'avantage en réalité pour les entrepreneurs étrangers, c'est éventuellement, en fonction du schéma d'entreprise, enfin, du schéma de création, de constitution des différentes entités, pour ceux qui ont pour objectif de monter des entités différentes ou en termes de filiales ou en termes de bureaux de représentation, de succursales. Bref, il y a tout un schéma éventuel auquel il convient de réfléchir pour pouvoir justement monter une entreprise qui pourra être financée de l'extérieur et non pas sur le territoire ghanéen, puisqu'encore une fois, cette personne connaît bien le marché, effectivement. On a des taux d'intérêt qui dépassent l'entendement au Ghana. Même si je répète que depuis 2017, 2018 et 2019, c'est les 3 années auxquelles je fais référence, il y a eu vraiment un lessivage extrêmement important
par la Banque du Ghana, justement pour tenter de modifier structurellement, en réalité, l'offre des institutions financières sur place. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà. La réponse qu'on peut faire, en tout cas, lorsqu'on est des entreprises étrangères, bah, c'est de réfléchir en réalité à la structuration de son modèle entrepreneurial à l'international pour pouvoir trouver des combinaisons, donc en fait, c'est-à-dire des schémas qui vont permettre finalement de financer l'activité locale, mais de manière différente. C'est la réponse que je puisse vous apporter parce que nous n'avons pas d'informations à ce jour qui tenteraient à modifier l'état de fait que j'ai expliqué et que la personne qui pose la question a remis également sur la table. C'est un fait. Il y a un apurement qui a été effectué pendant 3 ans. Voilà, il a été conséquent, extrêmement conséquent. À ce jour, les taux sont pas du tout compétitifs. Et donc, la réponse à apporter lorsqu'on est une entreprise étrangère, donc dite internationale, eh bien, c'est de trouver un schéma. Et j'ai peur de me répéter là. C'est donc de trouver un schéma, une structuration de son modèle entrepreneurial qui va permettre finalement de faire financer ses activités locales, mais de manière différente. Et en complément, peut-être, Philippe, en complément à ce que tu disais, je pense que la question qui a été posée, en fait, s'il y a, disons, des taux bancaires élevés et toutes ces conditions, ça s'applique à tout exportateur vers le Ghana. Donc, bon, peut-être que les Chinois sont favorisés parce qu'ils sont souvent connus pour des prix très faibles et attractifs. Et donc, malgré les taux bancaires et les taux d'imposition, ils arrivent à passer. Maintenant, comme disait Philippe, il faut trouver d'autres schémas. Et je sais que pour avoir accompagné quelques projets dans la région, il faut voir du côté de la Banque africaine de développement, du côté des organismes qui financent la région et ils ont souvent même des subventions ou des taux bonifiés. Donc ça c'est bien sûr, ça peut être fait avec l'aide d'un expert local, parce que quand on a un client pour une région générale, on cherche pour cette société cliente les meilleures conditions pour arriver à ce marché-là. Mais disons que en général, ce sont, comme disait Philippe tout à l'heure, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, peut-être la BEI, enfin, il doit y avoir un certain nombre de financements qui existent et qui sont peut-être très favorables pour le Ghana. L'autre conseil qui peut être donné pour la partie financement, c'est peut-être aussi consulter la banque, la BMCE, tu as dit qui est présente, et la Attijari, qui doivent connaître un petit peu, qui doivent avoir peut-être des offres justement attractives pour les exportateurs marocains. Donc, à partir de là, bon, bien sûr, c'est tout un travail. Nous avons l'habitude de le faire, enfin, dans business développement, mais l'entreprise, si elle souhaite aller sur ce marché qui a l'air très intéressant, elle trouvera, disons, les conditions pour optimiser, disons, les conditions. Et peut-être la dernière qui est aussi intéressante, c'est pourquoi pas trouver un partenaire local et monter une industrie. C'est-à-dire, à partir de là, on est producteur local et on réduit un petit peu tous les frais d'export et de logistique, puisqu'on devient un acteur local de l'économie ghanéenne. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça. C'est Blahsen, est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je demande aux participants, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? On va peut-être clôturer ce webinaire. Apparemment, on n'a pas de questions. Donc, je tiens à remercier Philippe pour son excellente prestation. C'est ça pour la qualité de la modération. Et je remercie toutes les participantes et tous les participants pour leur assiduité. Et j'espère qu'ils ont eu toutes les informations qu'ils ont bien sûr souhaité sur le marché du Ghana. Nous espérons bien sûr développer des courants d'échange dans le sens de l'export sur ce marché qui est
une plateforme donc, qui peut être servie, qui peut servir beaucoup d'autres marchés limitrophes. Et à très bientôt pour le webinaire sur le Brésil, n'est-ce pas, Cissette? Tout à fait. À mon tour, je voudrais remercier encore une fois Philippe pour cette excellente présentation. La SMEX et Sib Hssen pour l'organisation. Bien sûr, les participants qui étaient moins nombreux que pour les autres marchés francophones, mais qui étaient quand même assez, je pense, intéressés par ce marché. Donc, nous retrouverons M. Philippe Cordier pour le Bénin le 7 avril. Et donc, le Brésil, qui est le prochain webinaire pour le 24 mars à 15 h, toujours en partenariat avec la SMEX, et on souhaite que vous soyez aussi nombreux que les précédents webinaires. Donc, merci Philippe, je te laisse le mot de la fin si tu veux, et on est à votre disposition, Philippe et moi-même, pour toute question, donc à travers le mail, via la SMEX ou en direct. Merci beaucoup. Bien, merci à tous, M. Bellarsen, Sahana Moumi. Merci aux participants d'avoir été présents à ce webinaire et on a hâte de vous attendre, de vous accompagner au Ghana. Et à très bientôt. Merci Philippe.